Bonjour. La monnaie, unité de valeur au cœur de toute transaction, a beaucoup changé de forme avec le temps. Au départ, elle était constituée de composants solides ferromagnétiques appelés pièces. Puis on s'est mis à payer par carte, puis par téléphone, puis enfin par la pensée. Le solde de toutes nos économies reposait sur des banques, autrefois physiques, puis numériques. Lorsque les finances étaient gérées par des humains, il n'était pas toujours facile de faire confiance à sa banque, notamment vu ses frais de fonctionnement parfois aberrants, qui pourtant commençaient déjà à être assurés par des algorithmes. C'est pourquoi, au début du siècle dernier, beaucoup de gens préféraient régler leurs transactions avec de l'argent physique, surtout les Suisses et les Allemands. Pendant ce temps, certains pays asiatiques développaient au contraire des services de paiement dématérialisés, présentant deux avantages: faciliter toujours plus les échanges et également centraliser les transactions effectuées. C'est ainsi que dès 1997, des porte-monnaies électroniques sont apparus en Corée du Sud, puis à Hong Kong, pour finalement se développer dans de nombreux pays à travers le monde. En 2015, il était même possible de payer via certains réseaux sociaux, en flashant un simple QR code. Le réseau social pouvait ainsi connaître vos centres d'intérêt, les interactions que vous aviez avec vos amis, mais également savoir combien vous dépensiez et où. Malgré les risques de piratage associés avec ces nouveaux moyens de paiement électroniques, les banques étaient bien contentes de pousser leurs clients à consommer toujours plus. Jusque-là, je vous ai parlé de monnaies qui existaient dans la vraie vie. Mais beaucoup de jeux vidéo ont intégré leur propre monnaie virtuelle, qu'il était parfois possible d'acheter pour de l'argent réel. Dans certains jeux d'aventure en ligne et loteries, il était même devenu possible de revendre la monnaie ou les objets virtuels du jeu pour récupérer son argent. C'est ainsi qu'une véritable économie parallèle et virtuelle s'est créée. Par exemple, le jeu Second Life, sorti en 2003, intégrait un tel marché d'achat-vente, à travers lequel, même 12 années après sa sortie, plusieurs centaines de millions d'euros étaient échangés par an pour la monnaie du jeu. Et dans certains jeux vidéo du développeur Valve, les joueurs vendaient de simples textures d'armes ou des chapeaux parfois pour des milliers d'euros. C'était comme dans une économie d'objets réels, la loi de l'offre et de la demande. En parlant du développeur de jeux vidéo Valve, il se trouve que la personne en charge de ces échanges, Yanis Varoufakis, a été nommé plus tard, en 2015, ministre des Finances grecques. Il n'est malheureusement pas resté longtemps à ce poste, l'économie d'un pays tout entier étant tout de même un tout petit peu plus complexe que celle d'un jeu vidéo. Ces concepts de monnaie virtuelle présentaient certains avantages, étant par exemple moins régulés qu'une devise réelle. Bien sûr, certaines personnes ont voulu transposer ces idées dans la vie réelle. Mais comment créer de toutes pièces une nouvelle devise qui ne serait sous le contrôle d'aucune autorité? C'est la question que s'est posée un mystérieux programmeur répondant au nom de plume de Satoshi Nakamoto. C'est de cette réflexion qu'a abouti la conception du Bitcoin en 2008. Il s'agit d'une crypto-monnaie distribuée. Cela signifie deux choses. Elle repose sur des algorithmes mathématiques complexes et sur un livre de compte public et partagé pour assurer sa stabilité et sa sécurité. Ainsi, la confiance en une telle monnaie ne repose pas sur une unique banque, mais sur la communauté tout entière. De plus, ces algorithmes de fonctionnement minimisent le risque de falsification. En effet, il faudrait que plus de la moitié des utilisateurs soient corrompus et s'organisent ensemble pour faire tomber le système. Ce livre de compte, augmenté d'algorithmes, s'appelait la blockchain. C'était une chaîne de blocs contenant les données de transaction accompagnées de leurs preuves. En pratique, pour envoyer de l'argent à un ami, un utilisateur pouvait créer une transaction, c'est-à-dire un message signé disant « J'envoie 10 bitcoins de mon adresse A à l'adresse de mon ami B ». Il transmettait ce message à d'autres utilisateurs du réseau qui allaient le relayer à leur tour afin de le diffuser le plus possible. Certains membres de ce réseau, appelés mineurs, agrégeaient ces transactions pour former un nouveau bloc, alors ajouté à la blockchain. Ces mineurs étaient par ailleurs automatiquement rétribués en bitcoin pour leur travail, car ils avaient ainsi renforcé la confiance des utilisateurs pour ce système. Comme toute nouvelle technologie, le bitcoin n'avait aucune valeur à ses débuts. C'est ainsi qu'en 2010, un Américain a payé à un Anglais 10 000 bitcoins en échange de 2 pizzas. Il s'en est mordu les doigts 3 ans plus tard, lorsque le cours du bitcoin a explosé, atteignant jusqu'à 1 000 € par bitcoin. D'un autre côté, cette variation du cours de la devise a fait la joie d'un Suédois qui, grâce au bitcoin acheté pour 25 € en 2009, a pu s'acheter un bel appartement 4 années plus tard. Avec les années, le bitcoin s'est énormément développé, atteignant seulement 7 ans après ses débuts un volume de transactions valant des centaines de millions d'euros par jour. Son développement a été rapide, car il présentait de nombreux avantages par rapport aux services classiques des banques. En plus de permettre des transactions très rapides et quasiment anonymes, le bitcoin ignorait les frontières. Les transactions étaient aussi rapides lorsqu'elles étaient envoyées à l'autre bout du monde et il n'y avait pas de frais de conversion exorbitants à payer.
D'abord une expérience de pensée, le Bitcoin s'est révélé une des dernières étapes de la transformation au fil des siècles des échanges d'objets physiques en transactions numériques. Au final, malgré sa conception ingénieuse, le Bitcoin s'est effondré en 2053. En effet, la puissance de calcul immense du gouvernement algocratique a permis à ce dernier de prendre le contrôle du réseau, brisant la confiance de tous les utilisateurs en cette monnaie. Cela a permis d'imposer la nouvelle monnaie, l'Algold, qui est elle aussi une crypto-monnaie, mais cette fois totalement gérée par le gouvernement. De toute façon, les humains ne savent pas ce qu'ils veulent. D'un côté, ils réclament plus de liberté, de l'autre, ils fuient leurs responsabilités et préfèrent laisser un algorithme décider à leur place. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la réalité augmentée. Fin de fichier.